Bonjour, monsieur. Bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien et vous? Ça va très bien, je vous remercie. Donc, en votre absence, j'ai pris le temps de lire quelques lignes de votre biographie, de faire une petite présentation, mais c'est sûr et certain que on ne peut jamais dire assez de ce que vous faites. Je voulais vous présenter en quelques mots pour les gens qui nous suivent. Très bien, merci. Donc, si vous voulez nous présenter votre fonction, j'ai parlé que vous êtes professeur à l'Université Laval à Québec. Déjà, Oui. il y a beaucoup de gens qui mélangent la ville de Québec avec l'Université Laval à Québec. Si vous pouvez nous éclaircir plus sur ce point et nous parler de vous un peu. Absolument. Alors, premièrement, je tiens à vous remercier pour cette Merci. invitation à votre émission et j'en profite pour saluer tous ceux qui nous écoutent. Je sais que vous avez un grand nombre de téléspectateurs au Maroc, mais d'un peu partout. Donc, merci d'être avec nous. Alors, je suis Merci. Jonathan Paquin. Je suis professeur titulaire au département de sciences politiques de l'Université Laval à Québec. Alors, pourquoi est-ce qu'on appelle l'Université Laval l'Université Laval? C'est bien parce que le fondateur de l'université était Monseigneur de Laval, il y a quoi, D'accord. 400 ans environ. Alors, l'Université Laval n'est pas située dans la ville de Laval, près de Montréal, mais dans la magnifique ville de Québec, qui est également la capitale de la province de Québec. D'accord. Donc, aujourd'hui, on était en train de parler de ce fameux sujet qui concerne le Canada qui s'apprête à entrer en concurrence avec d'autres pays pour l'obtention d'un siège au Conseil de sécurité. Mm -hmm. Est-ce que vous pouvez nous éclaircir sur ce point? Pourquoi? Oui. Ben, la première chose qu'il faut dire, c'est que je pense que le Canada est prêt. Le Canada est prêt à assumer un rôle au Conseil de sécurité comme membre non permanent pour les 2 prochaines années. Vous savez que le vote aura lieu le 17 juin prochain. Et je pense que l'équipe du gouvernement de Justin Trudeau a fait son travail. L'ambassadeur Blanchard, qui travaille aux Nations unies d'arrache-pied depuis très longtemps à faire la promotion de la candidature du Canada, fait selon moi un excellent travail. Et je pense qu'on peut être fier de ce qui est fait actuellement. Je pense que le Canada doit être au Conseil de sécurité des Nations unies parce que fondamentalement, je pense que le Canada est un bon citoyen du monde. C'est un pays qui, depuis toujours, depuis la fin du Second conflit mondial, s'investit dans ce qu'on appelle le multilatéralisme, c'est-à-dire la résolution de problèmes à plusieurs au sein d'organisations internationales et plus particulièrement au sein de l'Assemblée générale des Nations unies et du Conseil de sécurité lorsqu'il y est. Le Canada, c'est également un pays qui fait la promotion du maintien de la paix dans le monde. Vous savez, les casques bleus, on en parle souvent. Il y a eu de nombreuses missions. Il y en a eu à Chypre, il y en a eu au Zaïre, au Congo, en Syrie, enfin dans de très nombreux pays. Le Canada est l'un des instigateurs de ce mouvement de maintien de la paix. C'est ce que nous avons fait dans les années 50 et nous avons accordé beaucoup d'importance au maintien de la paix. Il est vrai qu'au début des années 2000, le Canada a laissé tomber un peu le maintien de la paix pour se concentrer sur d'autres objectifs. Mais je pense que ce que l'on doit dire, c'est que sous le gouvernement libéral de Justin Trudeau, depuis 2015, il y a une volonté réelle de ramener le Canada au sein des missions de la paix. C'est ce qu'on a vu notamment au Mali récemment. Et je pense que le Canada a l'intention de poursuivre ses investissements dans ce domaine. Justin Trudeau est certainement le premier ministre canadien qui croit le plus au maintien de la paix et qui est prêt à investir le plus de ressources dans ce domaine, le premier depuis je dirais, 25 ans. Donc, c'est une occasion en or pour les Nations unies. Et de mon point de vue, c'est très important. Le Canada, c'est aussi, je terminerai peut-être rapidement là-dessus, mais le Canada, c'est quelqu'un qui développe des normes internationales. Vous savez, à la fin des années 90, le Canada a mis de l'avant ce qu'on appelle la sécurité humaine, c'est-à-dire la protection des civils et des enfants dans les conflits internationaux. Et ça a permis notamment au Canada de mettre sur pied la Convention pour bannir les mines antipersonnelles. Vous savez que des mines antipersonnelles, il y en a encore des millions et des millions
dans plein de pays, entre les deux Corées, par exemple. Il y en a au Pakistan, il y en a en Afrique à différents endroits. Donc, le Canada a réussi à rallier 150 États il y a une vingtaine d'années pour mettre sur pied donc, ce traité pour bannir les mines antipersonnelles et pour empêcher la vente des mines déjà produites. Et ça a été un succès important pour le Canada. Et moi, je suis très fier d'appartenir à un pays qui s'est battu pour ça. Alors, ça, c'est un autre élément pour lequel je pense qu'on peut faire confiance au Canada. C'est un bâtisseur de normes internationales. Et plus récemment, parce qu'évidemment, je vous parle des armes antipersonnelles qui remontent à 20 ans, bien, le Canada, à l'heure actuelle, travaille aux Nations unies pour prévenir le recrutement d'enfants soldats dans de nombreux conflits en Asie et en Afrique plus particulièrement. Donc, c'est un acteur qui est très, très actif dans ce domaine. Le Canada est aussi un acteur très actif pour faire la promotion du rôle des femmes dans les relations internationales et notamment dans l'armée canadienne et au sein des missions de maintien de la paix. Donc, on joue un rôle pour permettre aux femmes de notre planète qui le souhaitent de prêter main forte dans le but de maintenir la paix et la sécurité dans le monde. Donc, bien honnêtement, je suis très fier. Il y a une dizaine d'années, les choses étaient différentes. Ça a été plus difficile pour le Canada. Mais aujourd'hui, honnêtement, je pense qu'on peut avoir la tête haute et on peut demander aux autres États leur appui parce que je pense qu'on peut faire beaucoup et je pense que le gouvernement est vraiment sur la bonne direction. Il n'y a pas juste le Canada qui travaille pour avoir ce poste. Il est en concurrence avec deux pays européens qui mettent aussi l'effort nécessaire pour l'obtention de ce poste. Est-ce que vous êtes confiant des efforts employés par le Canada afin de gagner cette poste? Alors, les deux États auxquels vous faites allusion sont la Norvège et l'Irlande. Oui. Ce sont deux pays qui ont sans doute aussi très bonne réputation. Oui. La Norvège et l'Irlande ont historiquement pu profiter de l'appui de plusieurs États européens. C'est bien sûr, hein, ils sont soit au sein de l'Union européenne ou ils gravitent autour de l'Union européenne. Le Canada est plus loin. Le Canada, comme vous le savez, ne fait pas partie de l'Union européenne. Donc, de ce point de vue-là, ils ont cet avantage. Mais lorsqu'on se compare, on se console. Oui. Parce qu'il ne faut pas oublier non plus que le Canada, c'est aussi un chef de file au sein de l'Organisation internationale de la francophonie. Et le Maroc, notamment, qui a un rôle important à jouer aussi, est membre de cette Organisation internationale de la francophonie. Évidemment, la langue officielle marocaine, c'est l'arabe, mais il y a et vous me corrigerez si je me trompe, mais il y a 30 à 35 % de la population marocaine, au moins, qui parle le français. Ou même plus, oui. Ou même plus, qui aime cette langue. Pour être allé au Maroc par le passé, évidemment, j'ai constaté à quel point le français était une langue importante et répandue, mais aussi de constater à quel point plusieurs Marocains écoutaient, entre autres, des émissions produites au Canada français, ce qui m'a plu et ce qui m'a profondément touché. Et donc, le Canada est un pays bilingue, comme vous le savez. Il y a 10 millions de francophones au Canada et il y a à peu près 25 millions d'anglophones. Donc, le pays est anglais et français au niveau de la langue. Et le Canada s'est toujours battu pour la francophonie. Et je pense que le Canada continuera à se battre pour la francophonie au sein du Conseil de sécurité avec de nombreux alliés. Et notamment, je sais qu'on peut compter sur l'appui du Maroc pour la défense de cette langue que nous partageons et de cette culture francophone que nous partageons à l'échelle internationale. Alors ça, c'est un point important. Je ne pense pas que la Norvège ou que l'Irlande se battront pour la langue française. Non, ce ne sont pas des pays qui parlent le français, ce sont des pays très éloignés de cette réalité. Mais je pense que nous avons ça en commun, les Canadiens francophones et les Marocains qui parlent et qui aiment le français. Le Canada aussi est membre du G7. Il ne faut pas l'oublier. Le G7 qui a été créé dans les années 70, il y a assez longtemps, mais à chaque année, le Canada peut s'asseoir à une table de négociation avec l'Allemagne, la France, le Royaume-Uni, les États-Unis, le Japon, l'Italie et prendre des décisions structurantes dans le domaine de la gestion des conflits internationaux. Et vous me permettrez de vous donner un seul exemple. Oui. Il y a une quinzaine d'années, il y a un sommet du G7 qui a eu lieu au Canada, dans la province de l'Alberta, dans l'ouest du pays, là où il y a les Rocheuses canadiennes. Et le premier ministre canadien à l'époque, c'était Jean Chrétien. Et Jean Chrétien a fait pression
sur les autres membres du G7 pour qu'ils investissent davantage dans des programmes d'aide au développement, notamment en Afrique subsaharienne, mais aussi en Afrique du Nord. Et c'est vraiment le Canada qui a porté cette initiative et les autres États ont accepté les propositions de Jean Chrétien, entre autres parce qu'il était très insistant et il considérait que ses alliés n'en faisaient pas assez. Eh bien, le Canada, au cours des 20 dernières années, lorsqu'on regarde son budget d'aide au développement, bien, ce que l'on observe, c'est que 50% de la croissance de son budget d'aide au développement est allé à des projets en Afrique et notamment en Afrique subsaharienne. En Afrique subsaharienne, bien sûr, il y a des pays qui ont de graves problèmes économiques et donc le Canada a dit présent à ce moment-là. Et encore là, c'est un élément qui nous distingue de la Norvège ou de l'Irlande. Les Norvégiens et les Irlandais sont des gens fantastiques, mais ils sont de petits pays, ils ont malheureusement peu de ressources, même s'ils sont très bien intentionnés, alors que le Canada a la chance d'être parfois à la table des grands, au G7, au sein de l'Organisation internationale de la francophonie, et sans compter, bien entendu, les liens importants que le Canada entretient avec le Royaume du Maroc depuis très longtemps. Je sais que nos relations sont excellentes. Alors, encore une fois, je pense qu'on peut avoir la tête haute au Canada. Et c'est vrai que ce sera une lutte serrée, une lutte difficile, encore une fois, parce que nos compétiteurs sont des États de belles valeurs. Mais je pense qu'on a une chance réelle d'emporter ce siège. Et mon Dieu, j'ai envie de dire à tous les Africains qui nous écoutent, du sud au nord, de l'est à l'ouest, portez attention à ce qui joue par rapport au Conseil de sécurité. Je pense que le Canada est un joueur important et que le Canada est votre allié. Et il y aurait un autre élément, si vous me permettez, qui est à mes yeux très important. La première puissance mondiale, c'est les États-Unis d'Amérique. Je sais que le Maroc a de très bons rapports avec les États-Unis. D'ailleurs, je pense que le Maroc est le premier pays à avoir signé un traité avec les États-Unis il y a très longtemps. Le Canada entretient aussi d'excellentes relations avec les États-Unis, même si, évidemment, à l'heure actuelle, avec le président Trump, les choses sont parfois compliquées. Ce qu'il faut dire, c'est que le Canada est probablement le pays qui a la meilleure compréhension du système politique américain. Pourquoi? Parce qu'on est au nord des États-Unis, que le commerce se fait avec les États-Unis, que les relations se font d'abord et avant tout avec les États-Unis. Et donc, on a cette connaissance fine du Congrès, cette connaissance fine de l'exécutif, de la Maison-Blanche, du département d'État, du département de la Défense. Et je pense que ce que les ambassadeurs canadiens ont été capables de faire au fil des ans, c'est influencer les États-Unis. Et parfois, ils ont été capables de calmer leurs ardeurs, parce qu'on sait que lorsque les Américains sont en colère, ça peut faire très mal au niveau de l'ordre international. Et le Canada a l'oreille attentive des États-Unis. Le Canada, c'est un peu comme un trait d'union entre l'Europe et les États-Unis. C'est un trait d'union. C'est comme ça que les Européens nous perçoivent. C'est comme ça que les Américains nous perçoivent. Et je sais que c'est comme ça que plusieurs citoyens de l'Afrique du Nord, notamment du Maghreb, parce qu'il y a notamment plusieurs étudiants maghrébins à l'Université Laval, des étudiants marocains notamment, donc c'est de cette façon-là qu'on nous perçoit. Donc, nous avons plusieurs as dans notre jeu, si je peux m'exprimer ainsi. Plusieurs as. La partie sera rude. Ce n'est pas gagné d'avance. Il ne faut jamais sous-estimer les adversaires du Canada dans cette lutte. Mais encore une fois, je pense qu'on peut avoir la tête haute. Avant d'entrer en discussion avec vous, j'étais en train de dire qu'en 2017, lors d'une rencontre de Sa Majesté le roi Mohammed VI en Côte d'Ivoire avec les leaders africains, il a été reçu en rockstar par les leaders africains qui l'ont acclamé pendant de longues minutes. Et même ceux qui président la séance sont venus pour le saluer. Et donc, nous, en tant que diaspora marocain, on profite de cette occasion pour adresser le mot directement à Sa Majesté le roi Mohammed VI en lui demandant de faire le nécessaire avec les alliés du Maroc, avec les amis du Maroc, et ils sont très, très nombreux. Et je pense que ça peut faire la différence. Vous avez répondu en partie à une question que je m'apprêtais à vous poser sur la politique étrangère et notamment celle américaine. Vous êtes un expert en politique internationale et notamment en politique américaine. En ce qui concerne les États-Unis,
en époque de Trump, comment est-ce que vous voyez la politique américaine et surtout l'après-COVID-19? Alors, pour avoir suivi attentivement la politique américaine et aussi et surtout la politique étrangère américaine depuis l'arrivée au pouvoir de Donald Trump en janvier 2017, je dois dire que je brosse un portrait assez sombre, en fait, de la politique américaine. Vous savez, le rôle d'un président aux États-Unis, c'est de chercher à rassembler la population tout en faisant la promotion de certains projets de loi ou de certains axes d'action politique. C'est ce que tout leader doit faire, peu importe où il se trouve, en Amérique du Nord, en Amérique latine, en Afrique, un peu partout. Ce n'est pas ce que Donald Trump fait. Vous le savez, Donald Trump cherche uniquement à consolider sa base, à peu près 40% de l'électorat aux États-Unis, et il joue la division constamment. Il souffle le chaud et le froid, il dit une chose et son contraire. Il traite très, très mal ses principaux alliés, et notamment le Canada. Je dois vous dire que je n'ai jamais vu, pour avoir suivi la politique américaine et les relations canado-américaines depuis longtemps, et pour avoir étudié nos relations depuis les fondations du Canada, à aucun moment les relations ont été aussi difficiles qu'à l'heure actuelle. Lorsque vous avez un président qui se moque de notre premier ministre, qui considère que notre premier ministre est déloyal à l'égard de ses objectifs, c'est très dur. Évidemment, le président Macron a fait aussi les frais de Donald Trump, la chancelière Merkel et plusieurs autres. Donc, on n'est pas les seuls dans ce bateau, si vous me passez l'expression. Mais c'est très difficile. Et nous, évidemment, on regarde ce qui se passe au sud de notre frontière avec beaucoup de crainte, je dois dire, parce que on a toujours peur, évidemment, que Donald Trump décide de mettre des tarifs sur des produits, qu'il décide de fermer la frontière pour une raison ou pour une autre. Et nous, évidemment, les Canadiens, nous sommes une nation de marchands. Nous exportons beaucoup de choses. Et notre premier marché, de loin, c'est le marché américain. Donc, c'est une situation qui n'est pas tellement confortable pour nous, mais je sais qu'elle n'est confortable pour personne sur la scène internationale, à l'exception peut-être d'Israël, d'Arabie saoudite, qui semble avoir des relations cordiales avec le président Trump, mais sinon, c'est difficile, c'est assez difficile. Et ce qu'on a pu voir, évidemment, au niveau des tensions raciales au cours des dernières semaines, nous a rappelé qu'en fait, c'est un pays qui est très divisé, que c'est un pays qui manque d'unité. Il y a plusieurs Amériques aux États-Unis. Il y a plusieurs États-Unis, justement. Et donc, j'espère qu'éventuellement, les choses changeront pour le mieux et que les Américains feront le choix de quelqu'un d'autre, que ce soit Joe Biden ou quelqu'un d'autre. Mais je pense que ce serait important pour les Américains d'avoir quelqu'un qui unit, quelqu'un qui est beaucoup plus calme, qui est beaucoup plus posé, qui prend des décisions au nom de l'intérêt national et non pas au nom des intérêts du Parti républicain ou pire, au nom des intérêts de Donald Trump lui-même, ce qui semble être souvent le cas. Et donc, je brosse un portrait sombre. Je dois vous dire qu'au cours des dernières années, j'ai mené plusieurs projets de recherche à Washington. J'ai été à l'Université Johns Hopkins pendant 1 an. J'ai fait des recherches. J'étais chercheur Fulbright il y a quelques années. J'ai fait de nombreux entretiens avec des représentants de la Chambre des représentants, avec des chefs de cabinet de sénateurs aussi, sur différents enjeux qui touchaient les relations de défense entre le Canada et les États-Unis, les questions commerciales. Et je dois vous dire qu'il y a plusieurs élus au Congrès qui ont hâte aussi que cette période Trump prenne fin, en toute honnêteté, parce que, encore une fois, c'est chaotique et c'est extrêmement difficile d'évoluer dans un environnement qui est aussi incertain. D'accord. Parlons de l'université Laval à Québec. On a beaucoup de gens qui nous contactent souvent pour demander comment je fais pour devenir étudiant au Canada. Je suis intéressé par une université francophone. J'ai entendu parler de l'université Laval à Québec. Comment je fais pour y aller? Est-ce que vous pouvez nous donner une idée générale de l'université? Quel genre d'études elle offre? Alors, l'Université Laval, c'est une des plus grandes universités de recherche au Canada. Il y a 45 000 étudiants qui étudient chez nous. C'est une université qui dispose de moyens et d'infrastructures. Alors, il y a toutes les infrastructures nécessaires pour accueillir 45 000 étudiants.
et aussi pour accueillir des étudiants l'hiver notamment. Et on sait que la température peut être assez rude, vous en savez quelque chose. C'est la plus vieille université francophone des Amériques. Hein, elle a 400 ans, notre université. Elle a, évidemment, l'université a migré. Elle était au départ dans le centre de la ville, et puis c'était trop petit. Alors, on l'a sorti un peu de la partie historique de la ville, mais c'est tout près du cœur de la ville de Québec. Nous avons des formations dans tous les domaines, dans les sciences pures, dans les sciences humaines, en droit, vraiment dans tous les domaines. Il n'en manque pas un. C'est une excellente université. Vous allez me dire, oui, vous êtes biaisé, vous êtes professeur à l'Université Laval, c'est certain que vous allez dire que c'est une bonne université. Vous avez en partie raison. C'est certain que je suis fier de mon université, mais en même temps, je dois dire que lorsque je regarde les palmarès des universités canadiennes, nous avons toujours une bonne place. Et parmi les universités québécoises, nous sommes toujours en haut du peloton, peut-être avec l'Université de Montréal, qui tire aussi très bien son épingle du jeu. L'Université Laval offre des formations, je le répète, dans tous les domaines. C'est une université qui est vraiment multiculturelle, c'est-à-dire qu'on a des étudiants qui viennent d'Europe, bien entendu, mais aussi de l'Amérique latine, des États-Unis, d'Afrique. Hein. Il y a plusieurs étudiants africains, de l'Afrique subsaharienne comme de l'Afrique du Nord, qui fréquentent nos programmes. Et donc, j'invite tous les Marocains, mais tous les étudiants étrangers qui le souhaitent à s'inscrire à l'Université Laval. Évidemment, en période de coronavirus ou de COVID, les cours en présentiel, comme on dit, ont été suspendus pour la très grande majorité. Mais la beauté de la chose, c'est que depuis 10 ans, l'Université Laval investit dans les cours à distance, dans les cours qui se donnent sur Internet. Et nous avons un des meilleurs portails de cours sur Internet pour permettre aux étudiants des 4 coins du monde de suivre des formations chez nous. Donc, lorsque le Québec et le Canada s'est mis sur pause en mars dernier à cause de la COVID et qu'on s'est retrouvé dans une politique de confinement, hein, chacun chez soi, mais tous les professeurs de l'Université Laval ont pu continuer à donner leurs cours sur Internet en donnant rendez-vous à leurs étudiants sur le portail des cours. Et donc, tous les étudiants ont pu obtenir leur crédit et graduer au mois d'avril ou au mois de mai dernier. Donc, la COVID, c'est évidemment quelque chose de terrible qui frappe dans tous les pays. C'est une pandémie qui est vraiment qui est très difficile pour l'ensemble des États. Et l'Université Laval continue, malgré tout, à offrir ses cours. Et peu importe s'il y a ou non une deuxième vague de COVID-19 à l'automne ou à l'hiver prochain, tous les cours se donneront à distance et seront donc crédités. Donc, nous poursuivons les formations, mais sur Internet. Il y a des cadres dans le gouvernement du Maroc qui ont suivi leurs études à l'Université Laval à Québec, notamment le ministre du Transport, Aziz El-Bah, qui est aujourd'hui ministre de l'Énergie. Donc, des gens qui ont passé par là, qui sont maintenant des cadres de haut niveau dans le gouvernement du Maroc. Ah, ça me fait très plaisir de savoir que parmi vos meilleurs politiciens et vos meilleurs hauts fonctionnaires, qu'il y a des gens donc, qui sont passés chez nous. Ça me fait chaud au cœur. Je suis très content de le savoir. Et si ils nous écoutent, eh bien, je le salue bien bas. Merci beaucoup, merci. Une question. J'ai un ami qui vous pose la question suivante. Si il est élu, est-ce qu'on peut dire que le Canada peut jouer le rôle de porte-voix ou de porte-parole des pays africains francophones au sein du Conseil de sécurité? Je le souhaite et je pense que ce serait tout à fait plausible, ne serait-ce que parce que le Canada, encore une fois, a de très bons rapports avec les États de l'Afrique du Nord qui parlent notamment le français. Je pense que oui. Tout porte à croire que les relations des dernières années ont été très bonnes avec la Tunisie, avec le Maroc et avec d'autres États dans la région. Je pense que ce serait beaucoup plus logique que le Canada soit le porte-parole des pays africains qui partagent le français comme langue secondaire, et parfois comme langue primaire dans certains cas, mais secondaire pour la plupart des gens. C'est bien plus plausible que Justin Trudeau se fasse le porte-parole qu'un dirigeant irlandais ou qu'un dirigeant norvégien qui, par la force des choses, n'ont pas cette sensibilité de la langue, cette sensibilité culturelle, parce que leurs liens, leurs relations se font avec d'autres États. Dans le cas de l'Irlande, c'est beaucoup avec le Royaume-Uni, c'est beaucoup avec l'Europe. Et donc, oui, je pense qu'on peut espérer que le Canada se donne comme
comme rôle, ou du moins que ça fasse partie de sa description de tâche, oui, qu'il représente le plus de francophones possible sur la planète, certainement. D'accord. D'accord. Vous m'avez dit tout à l'heure que vous étiez au Maroc. Est-ce que vous avez de Oui. bons souvenirs, de mauvais souvenirs? J'ai cherché des mauvais souvenirs, mais Vous j'en ai l'avez pas pas trouvé? trouvé. J'ai pas Good. trouvé de mauvais souvenirs. Euh, ce qui m'a le plus marqué au Maroc, en fait, c'est la diversité des paysages, la diversité de la végétation. Lorsqu'on passe, par exemple, de Casablanca et qu'on se rend à Ouarzazate, c'est des villes tellement différentes. Et lorsqu'on passe de Ouarzazate pour se rendre à Tingir, que j'ai eu le bonheur de visiter, qui est beaucoup plus loin et qui est véritablement dans le désert, Vous l'avez là, fait en voiture? non, on a pris le car, on a traversé les hauts Atlas pour se rendre jusqu'à Ouarzazate, et puis on a pris un petit bus de Ouarzazate pour se rendre à Tingir, ou c'était peut-être un taxi. Ça fait 8 ans, donc mes souvenirs ne sont pas exacts pour ce qui est des modes de transport, mais je me souviens très bien d'avoir traversé le mont Haut-Atlas en car, donc en bus voyageur. J'ai eu un peu mal au cœur, mais j'ai trouvé que le conducteur était vraiment, vraiment exceptionnel parce qu'il y a des ravins comme ça et il savait exactement ce qu'il faisait. On est arrivé à bon port. Et donc, c'est la diversité. Donc, on sent que les Marocains sont fiers de leur pays, mais en même temps, c'est très différent. Lorsqu'on va à Chefchaouen, par exemple, la ville bleue, on a l'impression d'être, mon Dieu, dans un monde parallèle. C'est unique, c'est d'une beauté incroyable. Ensuite, on quitte, on se rend à Meknès, on se rend à Fès. Bon, la Médina de Fès, c'est tout simplement incroyable. Ah, c'est très bien, vous avez fait le tour du Maroc. Ben, on a fait le plus possible, en fait, parce que, évidemment, c'est loin du Canada et on s'est dit il faut voir le plus de pays possible. La nourriture est fantastique. Ce qui m'a aussi fasciné, c'est que les Marocains vivent beaucoup le soir. Hein, les rues sont pleines de gens qui vont dans les cafés, qui prennent le thé à la menthe, qui regardent les matchs de foot à 22h, 23h. On sent que les Marocains vivent beaucoup à l'extérieur. Et pour un Canadien, c'est fascinant parce que, comme vous le savez, l'été, il fait chaud ici. Mais l'hiver, il peut faire moins 25 degrés Celsius, moins 20, moins 25 degrés Celsius. Donc, on vit à l'intérieur ici. Alors que chez vous, vous vivez à l'extérieur. Et ça nous a fascinés, ma femme et moi. On a vraiment adoré le pays. Les couleurs aussi, les couleurs sont Vous super. savez, le Maroc, ça change chaque année. C'est sûr et certain que je vous invite à y retourner maintenant. Vous allez être étonné de voir le changement dans les 8 dernières années qui se sont écoulées. Et surtout, cette fois-ci, allez-y visiter la ville de Tanger, le nord du Maroc. C'est extraordinaire. C'est la porte. Je n'ai pas eu l'occasion de visiter Tanger, malheureusement. Elle est très, très belle. Ça sera avec plaisir la prochaine fois. J'aime aussi la jeunesse marocaine. Vous savez, le Canada, les États-Unis, l'Europe occidentale, c'est des pays où c'est des pays un peu plus vieux, disons ça comme ça. On vieillit. Au Maroc, on sent l'énergie, il y a une énergie folle dans votre pays et ça fait vraiment du bien de voir ça. Pour moi, c'est quelque chose de très rafraîchissant. Ça constitue une force aussi au niveau de la main-d'œuvre. Il y a beaucoup de compagnies canadiennes qui se sont installées dernièrement au Maroc pour profiter du savoir-faire de cette main-d'œuvre marocaine et aussi de la force de cette jeunesse qui est là en grand nombre. Oui, ben alors, j'espère qu'il y aura de plus en plus de compagnies canadiennes qui... mais il ne faut pas que ça soit à sens unique non plus. Donc, c'est très bien que les Canadiens se rendent au Maroc, mais c'est important que les Marocains viennent aussi. Vous avez quelque chose à apporter. Vous savez, le Canada, c'est un État qui est multiculturel et je pense que sa force provient du fait que plusieurs cultures cohabitent dans le respect et de manière harmonieuse. Honnêtement, à mes yeux, c'est un peu un laboratoire politique, le Canada, mais ça se passe merveilleusement bien. On a un des taux de criminalité les plus faibles en Occident. Et pourtant, il y a 200 groupes ethniques qui sont représentés dans la société canadienne. Le dernier recensement au Canada indiquait 200 groupes ethniques. Vous imaginez combien de langues, combien de cultures différentes. Et c'est vraiment une des forces du pays. Donc, il n'y aura jamais, pour tous les Marocains qui souhaitent venir en échange ou écoutez... J'espère que le gouvernement Trudeau ouvrira le plus possible parce qu'on profite beaucoup de ce que les autres ont à nous apporter.
Donc, l'appel est lancé et Ouais. tout le monde est bienvenu, que ce soit au Maroc ou au Canada. Pour un dernier mot, Monsieur Jonathan, je sais que vous avez des choses à faire. On ne va pas être égoïste, on vous laisse un mot de la fin. Ben, écoutez, encore une fois, je dois vous dire que j'enseigne la politique étrangère américaine et la politique étrangère du Canada aussi. Évidemment, c'est ma politique étrangère. Et je suis beaucoup ce que le Canada fait au Conseil de sécurité, à l'Assemblée générale, ben, pas au Conseil de sécurité parce qu'il n'y est pas actuellement, mais ce qu'il a fait au Conseil de sécurité dans les dernières années à travers son histoire. Et j'espère vivement que le Canada pourra être sur le Conseil de sécurité. Parce que je pense que le gouvernement de Justin Trudeau peut faire la différence, qu'il bénéficie d'un capital de sympathie. Je pense que c'est un gouvernement qui a les bras ouverts, c'est un gouvernement qui souhaite les échanges, qui souhaite le dialogue. Je pense que notre gouvernement mérite et que les Canadiens méritent d'y être. Et j'espère que si c'est le cas, que le gouvernement canadien travaillera extrêmement fort pour honorer ses promesses et pour faire la démonstration qu'il a bel et bien mérité l'appui de tous les gouvernements qui accepteront de lui donner. Donc, j'espère que le Canada se retrouvera au Conseil de sécurité. Le vote est le 17 juin, c'est la semaine prochaine. Enfin, j'espère que nos amis marocains et que nos amis africains, de manière plus large, seront avec nous pour ce jour important pour le Canada. C'est ce qu'on souhaite. Merci beaucoup, professeur Jonathan Paquin. Merci. Merci à vous. Merci, Bonne au soirée. revoir. Au revoir. إذن سيداتي وسادتي نتمم هذا اللقاء. كما تابعتم يعني لقاء كان شيق وممتع جدا مع الأستاذ جوناثان باكان، والذي هو أستاذ بجامعة لافال بمدينة كيبيك. و يعني من خلال كلامه يمكننا أن نفهم أن كندا تعول على أصدقائها وتعول بشكل كبير على دور كل بلد ونحن بصفة